Ouagadougou, ou Ouaga pour les intimes. Capitale du Burkina Faso, ou littéralement le pays des hommes intègres. La ville compte aujourd'hui 2,5 millions de Ouagalais. Enclavé, situé à la lisière du Sahel et ses 40 degrés, le pays ne peut compter que sur ses propres ressources pour se développer. À savoir quelques minerais, l'agriculture et plus particulièrement la production de coton. Ancienne Haute-Volta, le Burkina serait, selon l'indice de développement humain, l'un des 10 pays les moins développés au monde. Mais la richesse d'un pays ne se mesure pas avec un indice et des chiffres. Ce qui fait du Burkina un pays riche, ce sont les Burkinabés. Peuple à la culture foisonnante et à la conscience politique aiguisée. En 2014, la population accède enfin à la démocratie en renversant pacifiquement le régime dictatorial de Blaise Compaoré. Une transition politique symbolisée par le monument aux héros nationaux dans le quartier de Ouaga 2000. Initié par l'ancien dictateur, celui-ci a été rebaptisé depuis 2014 en Panthéon des martyrs de la Révolution. Ces 2 points juste devant le monument, ça représente justement ces martyrs qui ont donné leur vie pour notre combat, notre démocratie, notre lutte. Les gens sont optimistes, on reconstruit notre pays avec la pêche, quoi. Donc tout va bien se passer. Moi, en tout cas, j'ai foi. Après 15 années passées aux États-Unis et des études de cinéma, Apolline Traoré a décidé en 2005 de revenir pratiquer son art dans sa ville natale. Ce qui me tenait en tout cas à cœur, c'était de faire des histoires de mon continent, de mon pays. Donc j'ai décidé de rentrer pour ça et je suis contente de l'avoir fait. Et ça tombe plutôt bien, car Ouagadougou est l'une des capitales du cinéma africain depuis 1969, date de la création du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un festival qui a fait naître de nombreuses vocations et une place dédiée aux cinéastes en plein cœur du centre-ville. Je fais du cinéma, pas pour que ça reste dans mon pays. Je fais du cinéma pour partager ma culture, pour partager mes idées, pour partager mon talent au monde entier. On a une possibilité de faire parler de notre pays au niveau international et ça, c'est important. Le cinéma d'Apolline, c'est justement de raconter la femme africaine d'aujourd'hui. Une femme moderne qui se bat chaque jour au sein de sociétés traditionnelles et patriarcales. Le cinéma africain a décrit les femmes justement comme nos mamans, comme les mères au foyer, comme celles qui s'occupent du mari et des enfants. Et donc mon cinéma jusqu'aujourd'hui a été vraiment de montrer toutes les facettes de la femme africaine, tout le pouvoir que cette femme africaine pouvait avoir. Dans le cadre des journées cinématographiques de la femme africaine, Apolline présente son dernier film, Frontières. Récit tragique-comique de 4 femmes commerçantes à travers 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Son film raconte un voyage périlleux au cœur des réalités du continent et la solidarité féminine qui en découle. Avec 2 prix spéciaux lors de l'édition 2017 du FESPACO, Apolline Traoré est devenue le visage d'une nouvelle génération de réalisateurs burkinabés. Mon inspiration me vient avec n'importe qui à n'importe quel moment. C'est la première fois que je vois un taximan, ou je dirais une taximan femme. Et je fais ça depuis 2010. Je conduis beaucoup. Donc, je connais les travaux aussi. Comme toutes les taxis. Une fille comme Biba qui se lève et qui fait un métier d'homme dans ce pays, c'est extraordinaire. Ce genre de femme, c'est pas qu'elles peuvent. Elle inspire beaucoup de choses. Elle inspire l'avenir de notre pays. Elle inspire la force, justement, de cette jeunesse qui arrive. À Ouaga, toutes les occasions sont bonnes pour se rafraîchir et fuir la chaleur. Sous les manguiers, au bord de l'eau ou dans les jardins de Ouaga 2000 dans lesquels Apolline nous emmène.
Elle y retrouve son ami Isaka Sawadogo, acteur et metteur en scène de renom. Il fait la connaissance d'une taxi woman. Non. C'est incroyable, hein? À Ouagadougou, Bah, ici, je te jure, ici à Ouaga. les femmes ont commencé maintenant à conduire des Bah, taxis. je t'assure. Ah ben, C'est ça veut dire- formidable. Il y a de l'émancipation en l'air. Exactement. Ben, ça, c'est des pistes à creuser. Hein. Bah, c'est ça. Alors, et toi? Apolline, c'est une mine d'or du cinéma burkinabé parce que ce qu'elle propose dans le milieu du cinéma burkinabé et africain, c'est original. Pour Apolline et Isaka, l'avenir du cinéma africain passera par la transmission et la formation. Le nerf de la guerre, c'est de former. Il faut initier un projet de masterclass et de formation. On peut redynamiser le secteur en s'appuyant sur le fait que les personnes qui réalisent et qui sont connues sur le plan international deviennent en quelque sorte des tremplins pour ces jeunes-là. On fait un masterclass avec toi et tu vas faire ce masterclass sur la base de ce que toi tu as produit. Il est important de former cette génération qui arrive et on puisse aussi donner à cette génération qui arrive après nous l'envie, en tout cas, de faire de la qualité et l'envie, justement, que ce cinéma continue à grandir. Et ce sont peut-être les femmes qui apporteront le plus au cinéma burkinabé. Il faut aussi que beaucoup de nos jeunes filles et de nos femmes prennent l'exemple sur elles. Parce que c'est ça qu'il faut. On ne peut pas développer une nation en ne développant qu'avec les hommes. Les femmes ont leur place dans le développement de la nation. Maintenant, c'est en train de changer, On voit de plus en plus des femmes fortes, des femmes qui se battent, des femmes ministres, des femmes voilà, qui ont un certain pouvoir. Les femmes burkinabées sont une ressource incontournable pour le développement de la nation. Mais l'économie du pays peut aussi compter sur un patriotisme et une fierté culturelle retrouvée. Tout ce qui est local maintenant, qui porte un nom local, les gens adhèrent. On est dans une génération où on s'est dit, si là on nous amenait un truc qui était écrit un autre pays, personne ne va acheter. Mais dès que tu mets le Faso ou le Burkina, tu verras que tout le monde achète parce qu'ils se disent que c'est fait ici. Une culture qui s'exprime aussi à travers la mode. Le styliste Sébastien Bazemo, plus connu sous le nom de Baz MC, l'a bien compris. Après avoir vécu et ouvert son premier atelier à Abidjan, il a décidé en 2004 de s'installer au Burkina. Je suis né en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, c'est un pays où la mode bat son plein. Je voulais quand même connaître mon pays et j'ai dit à mes parents, je veux m'installer à Ouagadougou. C'est vrai que les débuts n'étaient pas faciles, mais je suis fier quand même d'être resté. Parce que pour moi, j'apporte quelque chose à mon pays. Aujourd'hui, il est devenu le styliste incontournable de Ouaga, et ce grâce au Coco Danda. Un habit autrefois réservé aux classes les plus démunies, mais qu'il a remis au goût du jour. Il y avait toutes sortes de noms, parce qu'il y a d'autres qui l'appelaient Tchetibara. En langue dioula, ça veut dire ton mari ne travaille pas. Ou soit le malheur a frappé à ta porte. Et moi, j'ai voulu changer, donner une autre vie à ce tissu, pour dire que c'est une richesse burkinabé. C'est le nouveau design, c'est le nouveau style, c'est la nouvelle mode. Voilà, tout le monde veut s'habiller en coco. Au moins dans ton dressing, tu dois avoir au moins un coco. Voilà, pour dire que tu es à la mode. Sinon, tu es déclassé. Aujourd'hui, du président de la République, du Premier ministre, du chanteur et même de la comédienne, tout le monde se l'arrache. Pourquoi? Parce qu'il fallait juste redonner vie à ce pagne et il fallait juste dire aux Burkinabés que ça, c'est notre recherche aussi à nous. Ce qui fait avant tout la particularité du Coco Danda, ce sont ses rayures. Le résultat d'une technique de teinture particulière que Baz MC tient à nous faire découvrir. J'ai commencé à utiliser ce tissu avec la famille Cissé. C'est une entreprise familiale et c'est génial parce que la teinture, c'est de génération en génération. Eux, ils ont hérité ça de leurs parents. Aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre ça à leurs enfants. Bonjour. Bonjour. Monsieur Baz MC, ça va? Ça va bien. À la maison. Chez vous? Ça va, oui. Madame Cissé, la villageoise. En même temps, j'apprends avec eux aussi parce que voilà, c'est une famille que j'ai adoptée parce que je travaille beaucoup avec eux.
Ce métier, je l'ai appris à mon jeune âge. Ce métier de la teinture, c'est un métier de la famille. La teinture, dans notre famille, la technique, elle est ancestrale. C'est madame qui choisit les tissus au marché. Elle amène les tissus, elle les découpe en paille, soit en train de les plier. Et moi, maintenant, je suis en train d'attacher. C'est les rayures que je fais. Et je donne les lignes. Et après cette étape, ça passe à l'atelier de teinture. Alors qu'il ne se faisait qu'en vert et violet, le coco d'Onda se teint désormais dans tous les coloris. Après avoir trempé les tissus 1 à 2 fois, ils sont mis à sécher, à même le sol, décorant au passage le quartier de Monsieur et Madame Cissé. Ouagadougou dispose d'une vie commerçante riche et dynamique. La ville est internationalement reconnue pour son artisanat, qui représente une part importante de l'économie du pays. Pour s'en rendre compte, direction le village artisanal non loin du centre-ville. Le village artisanal, c'est génial pour moi. Tout y est quoi. Le village réunit plus de 500 artisans qui sont répartis en 25 corps de métier. Produits recyclés, sculptures, bronze, instruments de musique et bien sûr du tissu. Avec principalement le Faso d'Anfani, le pain tissé burkinabé, qui partage l'affiche avec le coco d'Onda dans les créations de Bazemse. Bonjour Céline. Bonjour. Comment ça va? Ça va? D'accord. Tu as du nouveauté aujourd'hui? Oui, oui. Il y a beaucoup de nouveautés. Le Faso, c'est notre pays. Le Danfani, c'est le tissage. Et donc, Faso d'Anfani, ça veut dire le pain qui vient de chez moi. Le Faso d'Anfani est le symbole d'une nation qui figure parmi les plus grands producteurs de coton. Bazemse participe à la promotion de ce savoir-faire traditionnel et de cette production locale. Les tissus que j'utilise ne viennent pas d'une industrie, ça vient des femmes qui tissent. Donc, tout est fait main. On peut faire un truc avec la... Céline, par exemple, quand je ne trouve pas ce que je veux chez elle, elle peut m'accompagner à l'atelier chez sa mère et voir s'il y a d'autres qualités là-bas. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir beaucoup de choix ou même les trouver en train de tisser. Et si ça me plaît, je peux commander ceux qui sont en train de tisser. Je vais essayer. Hein. Je ne suis pas doué, mais j'essaie. Bon, vous me montrez un moment. Vous pédalez là-bas. Voilà. Et là, je la mets. Et là, je le fais passer là. Et je... Vous tapez. On tape. C'est ça? Oui, vous pédalez encore. On change de pédale. Ah, OK. Aujourd'hui, on a le coton burkinabé, on a le Faso d'Anfani, on a nos mères qui tissent. Pourquoi ne pas utiliser le coton, le tisser ici et l'utiliser ici? Ça apporte plus de richesse au pays. C'est déjà gagné pour le Burkina Faso. Et c'est gagné pour les tisseuses comme Maman Jeanne, qui vit du Faso d'Anfani depuis 1983. Époque à laquelle une grande politique d'émancipation des femmes par le travail et de développement des productions locales sera initiée. C'est sur ça que j'ai payé les études de mes enfants. Nous, on paye la nourriture, la santé. Derrière cette initiative, un jeune révolutionnaire de 33 ans, arrivé au pouvoir en 1983 et qui marquera l'histoire, Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara était là, nous, on gagnait beaucoup de travail. Tout le temps, c'est travailler. Car quand Thomas Sankara était là, le Faso d'Anfani était porté par tous les fonctionnaires. Les luxueuses Mercedes du gouvernement étaient remplacées par des Renault 5. 2,5 millions d'enfants étaient vaccinés.
le pays accédait à l'autosuffisance alimentaire et la Haute-Volta devenait le Burkina Faso. La signification simple, la terre des hommes intègres. Thomas est un paquet d'initiatives qui met l'homme à sa place et lui montre la perspective, une vision. Comment ensemble nous pouvons avancer. Ce changement de nom sera l'acte fondateur de celui que l'on nomme souvent le Che Guevara africain et qui transformera son pays et les mentalités en quelques années. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif. Un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Nous pouvons régler par nous-mêmes nos propres problèmes. Nous n'attendons pas tout de l'extérieur. Le rêve que nous portions, faire de ce Burkina-là un pays digne, libérer son génie créateur et quitter l'esclavage mental. Thomas Sankara, un nom écho d'un autre temps. Il reste l'homme emblématique du Burkina Faso et la fierté de ses habitants. Anti-impérialiste, panafricaniste et avant-gardiste. Thomas Sankara a construit, il a bâti dans l'esprit des populations burkinabées. Il a convaincu le peuple de sa sincérité, de sa bonne foi à aimer ce pays-là. Pourtant, toute trace matérielle de son passage a été systématiquement effacée. À l'image de l'ancien Conseil national de la Révolution, lieu depuis lequel le charismatique leader gouvernait. Alouna Traoré, ancien collaborateur du président, revient sur les lieux qui ont marqué son histoire, mais qui sont restés longtemps inaccessibles. Il y retrouve le journaliste Luc Damiba. Alouna, Allô? on est arrivé. Merci. Ça va? Oui, ça va bien et toi? Durant 27 ans, ce lieu était une citadelle inaccessible. Ceux qui ont assassiné Thomas n'avaient pas intérêt à ce que ce lieu soit ouvert au public. Il faut qu'on conserve ça. Tu vois, il y avait aussi Sankara ici, je ne sais pas où ils l'ont mis. Une citadelle inaccessible pendant 27 ans et abandonnée depuis la révolution de 2014 qui a mené à la destitution du dictateur Blaise Compaoré. Luc Damiba se bat aujourd'hui pour transformer ce lieu en un mémorial. Donc ça, c'est ici que le drame a eu lieu, cette porte-là. Pour le mémorial, c'est important qu'on puisse avoir quelque chose de symbolique ici, ou un écriteau qui dise ici, Sankara a versé son sang, c'est ici que son âme a quitté son corps. Le 15 octobre 1987, Sankara est assassiné en ces lieux. C'est très émotionnel de savoir qu'un jour, je suis allé comme tout le monde au service pour perdre sur le macadam mon patron, qui nous a fait travailler, nous a fait rêver, et d'autres camarades dignes. Je le porte toute ma vie. Ce jour-là, Alouna revient de mission du Bénin. Une réunion est prévue à 16h. Le PF, ou président du Faso, vient d'arriver dans sa R5 noire avec un peu de retard. À peine est-il rentré dans la salle, nous nous sommes levés. Bon, les salutations d'usage. Bon, on va commencer. C'est lui qui dit ça. Bon, Alouna, voilà. Moi, je prends la parole pour dire, expliquer, faire le compte rendu de ma mission. À peine avais-je commencé à parler, on entend des tirs, des crépitements. Quand tu es là, tu entends partout, oui, au dehors. Et le PF maintenant se lève, s'arrête et tire son survêtement vers le bas. Oui, comme d'habitude. Et il nous dit, c'est de lui qu'on a besoin. Sortez, sortez. On entendait, ça crépitait, on demande au dehors. Sortez, sortez. C'est de lui qu'on a besoin. Il tire son survêtement et il se met là, il ouvre la porte. La porte était déjà ouverte là. Il sort les mains en l'air. Les mains en l'air. Il est sorti par là et il a été abattu là, à bout portant. En ce genre de circonstances, on ne laisse pas de témoins. Pour moi, mon sort était scellé.
les autres suivent, connaissent le même sort. Et moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Je n'ai reçu aucune balle, j'ai été me coucher parmi eux. 13 personnes sont tuées, dont le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Aluna est le seul rescapé. On était en terrain sûr, supposé sûr. Lui-même, il le disait, le jour où Blaise a décidé de lui faire un coup d'État, c'est pas la peine, c'est déjà trop tard. Il le connaît tellement dans tous ses recoins que c'est inimaginable, on ne peut pas l'arrêter. Et on ne fait pas de Sankara un prisonnier. On ne fait pas de lui un prisonnier. Donc, à la limite, il savait son sort. Le vacarme des balles laissera place au silence de son successeur et ancien frère d'armes, Blaise Compaoré, auteur de l'assassinat. La patrie ou la mort, c'était un humain et il s'est sacrifié pour le Burkina. Son exemple mérite d'être suivi. Mais avant cela, l'homme et sa politique doivent être réhabilités après plusieurs décennies de dénigrement et d'effacement par le régime de Blaise Compaoré. C'est l'objectif du mémorial pour lequel Luc se bat. Ceux qui viendront dans ce musée-là pourront revoir les différents textes qui ont existé, qui permettaient au président Sankara de prendre acte et de marquer l'histoire, parce que c'est ça aussi. On veut aussi que l'histoire soit revivifiée à travers ce lieu, que les gens viennent voir. Et connaître son histoire est déterminant pour pouvoir avancer. Il a aimé son pays, il a aimé son peuple. En Thomas, il y a un message qui est adressé aux Burkinabés et à l'Afrique. La pauvreté est mentale. Comptez sur vous-même. Vous avez de l'intelligence, vous avez du génie. N'ayez pas peur, assumez-vous. Un discours et un homme qui avait séduit le jeune Jean-Luc Bambara, alors âgé de 24 ans. À l'époque, il fut l'un des premiers à se rendre sur les tombes creusées discrètement la nuit suivant l'assassinat dans le cimetière de Dagnoin. En curieux, et aussi on voulait aller voir pour savoir exactement si ce qu'on disait est vrai ou pas. C'est vrai, mon leader venait d'être assassiné. C'était le choc, un espoir perdu. Il y a un bout de ces pierres tombales. On voit le drapeau du pays, c'est ce qui était sur la tombe. Et à l'autre bout, on a le sommet de la tombe. Aujourd'hui, les tombes n'existent plus. Les corps de Thomas Sankara et ses compagnons ont été exhumés afin de les identifier en 2015. C'est ici. Il nous a donné espoir. C'était la première fois qu'on se sentait très proche d'un dirigeant, d'un président, parce que Sankara, il était très près du peuple. Il savait parler au peuple, surtout aux jeunes. Notre seul rêve, c'est d'avoir ce mémorial. J'ai hâte à ce que cela devienne réalité, parce que le Conseil de l'Entente représente une partie vraie de la vie et de la fin de Thomas Sankara. Sculpteur et fondateur de l'espace culturel Barceau, Jean-Luc a eu le privilège de participer au futur mémorial en réalisant à la demande du ministère du Tourisme et de la Culture une statue de 5 mètres de haut. Nous sommes là en face de mon rêve. Le rêve que Thomas Sankara m'a transmis, je ne rêvais pas de le réaliser un jour en bronze. Voilà. Il est immortalisé grâce à nous, pour lui rendre hommage. Pour lui dire, tu t'es pas trompé, mon mentor, tu t'es pas trompé. Tu m'as aidé à prendre conscience que je pouvais vivre de ce métier. Salut les gars. Si Jean-Luc a décidé de rendre hommage à Sankara, c'est qu'il lui doit beaucoup. Quand Sankara est arrivé, il a priorisé la culture. D'un coup, la culture se retrouvait au premier rang. Mais au-delà d'un métier d'artiste, Sankara a légué à Jean-Luc une philosophie de vie. Si vous êtes nul, ce pays sera nul. Et si vous ne savez pas produire, ça veut dire que vous allez mourir de faim. C'est vous qui devez faire de ce pays ce qu'il va être demain. Fidèle à cette idée de développement par ses propres forces, Jean-Luc transmet dorénavant son savoir aux jeunes en les formant au métier de la sculpture. Voilà, et là, nous sommes en plein dans un atelier de formation, d'initiation. Donc, nous aidons souvent des jeunes qui sont en situation difficile. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la formation utile avec ces jeunes. Et ces jeunes qui arrivent à réaliser cette œuvre, c'est déjà vendable. Et ça fait une source de revenus. Ça leur permet d'avoir de l'argent, de ce qu'ils font.
Et ça motive, ça galvanise. Si Sankara est mort prématurément, ses idées, elles, ont survécu en Jean-Luc et en chaque Burkinabé. Il nous a donné cette force de caractère. Oser lutter, ça va vaincre. Les Burkinabés ont gardé cela. Cet esprit révolutionnaire, parce qu'on savait que la révolution de Sankara était inachevée. Un esprit révolutionnaire tellement prégnant qu'une place lui est dédiée en plein centre-ville. La place de la Révolution est le point de départ de tous les événements qui ont marqué l'histoire du pays. C'est ici qu'en 2014, l'esprit des forces vives de la nation s'est réveillé. Oh, le tonton! Salut! Comment tu vas? Bien? Oui, ça va bien. Et la famille? Ben, tu vas bien. Ça va? Ouais. Tu es en forme, là? Jean-Luc a participé à ce réveil aux côtés de son neveu, l'artiste activiste Smokey. L'une des figures de proue de cette révolution est digne héritier de la pensée de Sankara. Une pensée indissociable de l'action. On ne peut pas exprimer certaines pensées, certains idéaux, et puis se défiler lorsqu'il faut agir. Il a toujours su parler aux gens, comme Sankara l'a toujours fait. Il a toujours su parler vrai. Et c'est pour ça qu'il a joué un rôle très actif dans le changement que nous vivons aujourd'hui. Ironie du sort, c'est la rémanence de l'idéologie sankariste qui finira par avoir raison du régime de Blaise Compaoré après 27 ans de règne sans partage. Comme lui-même aime à le dire, tuez-moi et des milliers de Sankara naîtront. C'est ça, c'est les idées de Sankara qui reviennent en force, bien qu'elles n'aient jamais vraiment disparu. Il y avait des étudiants, il y avait des paysans, des commerçants, etc. Il y avait des journalistes, parce qu'on était conscient qu'il fallait que ce soit nous qui le fassions, pas quelqu'un d'autre. On ne voulait pas transmettre à nos petits frères ou à nos petites sœurs une charge supplémentaire. Alors, il fallait qu'on joue notre partition. Chez nous, il y a eu le déclic. On savait que Blaise, il était prêt à tout pour conserver son pouvoir. Mais on n'avait pas peur. On était galvanisés. Le 30 octobre 2014, plusieurs centaines de milliers de manifestants descendent dans les rues pour protester contre l'amendement de l'article 37 de la Constitution qui aurait permis à Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. L'état de siège est déclaré. On est sorti le matin du 30 octobre. On s'est dit, ça, c'est la patrie ou la mort. Parce qu'il n'y avait plus seulement les CRS, il y avait des chars, il y avait les militaires, la garde présidentielle, ils étaient partout. Ils avaient bloqué tout le centre de Ouagadougou pour empêcher les citoyens de pénétrer au centre-ville. Mais au fur et à mesure que ça commençait à bouger, que les rues se remplissaient, ceux qui étaient hésitants ont rejoint la troupe. Alors le souvenir, il est encore frais. Hein? Il y avait du monde juste partout, ça débordait de partout. Ah, ouais. Et puis dans les entrées, même dans les angles, même les rues étaient à moitié pleines. Eh bien, bien sûr. Hein? Et là, il n'y avait plus de circulation, tu te rappelles? C'est la folie, quoi. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Ah ouais. Vraiment. Le lendemain, Blaise Compaoré finit par démissionner sous la pression populaire. Il fuit la capitale avant d'être finalement exfiltré par la France vers la Côte d'Ivoire. Blaise a dû fuir comme un malpropre son propre pays, mais c'est une joie immense. Nous, on avait du mal à croire. Certains de nos militants pleuraient à chaudes larmes, tellement c'était inimaginable. Même si on y croyait, on était loin de penser qu'on y arriverait. Pour nous, c'était une des plus belles victoires. C'est quelque chose qui vous marque. Maintenant, il faut revenir à la réalité et se rendre compte qu'il ne suffit pas de chasser les dictateurs. Il faut une post-révolution, ce que j'appelle l'évolution. Il faut continuer d'être vigilant pour faire en sorte que cette génération-là qui a mené ce changement-là puisse être fière de celle qui va prendre la relève et qui va véritablement changer le destin de ce pays. Alors, c'est une lutte de tous les instants et c'est peut-être la partie la plus difficile. Tout reste toujours à faire. Smokey est le membre fondateur du Ballet citoyen, un des principaux mouvements de contestation civile du Burkina depuis 2013. Le ballet traditionnel africain, c'est plusieurs brins mis ensemble et attachés ensemble qui permettent de nettoyer les ordures. Donc c'est pour cela que notre slogan, c'est notre nombre et notre force. Désormais présent dans toutes les régions du pays et même à l'étranger pour la diaspora, le mouvement coordonne depuis son siège les actions qu'il organise.
C'est un mouvement qui est devenu important au niveau de la société civile. Donc là, on peut commencer à se structurer concrètement. Avant, c'était des actions des actions coup de poing, quoi, dynamiques, etc. Aujourd'hui, on fait plus de travail de sensibilisation pour pouvoir, d'une certaine façon, semer cette graine-là de l'insoumission, semer cette graine de l'envie de changer les choses. Ah, ok. Il suffit qu'on s'organise pour que notre nombre soit effectivement notre force. Et les dictateurs, d'où qu'ils viennent, seront bien obligés de partir ou ils seront balayés d'une manière ou d'une autre. L'engagement de Smokey a avant tout commencé dans la musique. Il continue aujourd'hui à privilégier son art pour faire passer ses idées. Je ne fais que de la musique, en fait, parce que mon activisme, c'est une suite logique du combat que je mène dans mes chansons. Et lorsque vous êtes artiste, vous avez cette chance-là de pouvoir vous adresser à un public. Donc vous devenez un peu comme une sorte d'ambassadeur et vous ne devez pas trahir. Oh, le lift. Le smoke. Comment vas-tu? Un artiste est censé être un peu l'écho des populations. Parfois l'écho des plus faibles, ou parfois l'écho des sans-voix. On a appris de la défaite, on a appris de nos pertes. On a appris, on ne sera beaucoup plus que la victoire. On reviendra comme le tonnerre. C'est-tu comme un missionnaire transformé de l'ordinaire en de l'extraordinaire. Peu importe le temps, peu importe le plan, peu importe le sang, peu importe le rang, peu importe les pièges, on en fera des sièges et le sarcasme, on en fera des cataplasmes. L'art, c'est fondamental. C'est fondamental pour la révolte. C'est pas forcément aux artistes de trouver la réponse. Mais je pense qu'il appartient aux artistes de poser des questions qui dérangent. On s'est battu comme des bêtes, on s'est battu comme des rois, on s'est battu comme des soldats pour gagner le combat. On a livré bataille comme de vrais samouraïs, pas même pour une médaille. Donc, si on enlève les arts de nos sociétés actuelles, je crois que le monde entier va régresser. Il suffit qu'on le comprenne pour que se brise la chaîne et que le temps là éclate comme le soleil au mois de mars. Il suffit qu'on le comprenne pour que le temps là éclate comme la clameur d'une masse. La culture est l'or du Burkina. Odile Sankara, comédienne et metteur en scène, a choisi de revenir à Ouaga après plusieurs années d'exil et contribuer ainsi à la richesse artistique de son pays. Exercer son art dans son pays, c'est très important. À un moment donné, il y a l'appel de chez soi. J'ai quelque chose aussi à donner à cette société-là parce qu'elle m'a tout donné. Ça résonne en moi comme ça, de pouvoir être utile à ma société. Depuis 2014, chaque citoyen participe à la renaissance du Burkina Faso. On a chassé le dictateur, mais tout est à refaire. Et donc, la difficulté aujourd'hui pour un pays comme le Burkina, c'est comment apporter un renouveau politique et puis une nouvelle conscience citoyenne. Et quand c'est comme ça, l'art vient à la rescousse. Odile participe à la préparation du festival des récréatrales qui s'implante dans le quartier de Gounga. Au plus proche des habitants, le festival bouscule les codes du théâtre traditionnel. Ça donne une vie artistique dans ce quartier. Ce concept d'amener le théâtre dans la cour familiale, dans la rue, dans un quartier, bien sûr, fait bousculer les codes. Résidence et espace de représentation, le festival est un florilège de rencontres artistiques entre professionnels du spectacle vivant. Mais pas seulement. Les habitants du quartier peuvent également participer au travail de création. L'art, il n'est pas réservé qu'à ceux qui le pratiquent. N'importe qui a la fibre artistique. Il suffit de le travailler. Comme Claude, un habitant du quartier, qui prend part désormais aux différents ateliers que propose le festival. Claude, c'est un jeune dans le quartier. Bon, je pense que c'est parti pour qu'un jour, il devienne un praticien du métier. Les récréatrales, ça m'a fait naître. Avant ça, moi, je faisais la vitrerie aluminium, donc je n'avais pas le temps pour intégrer. J'ai décidé de m'intégrer maintenant au récréatral. C'est une chance pour le quartier. Parce que les récréatrales même forment des gens, des scénographes, des comédiens, des auteurs, des metteurs en scène. Donc ça rapporte, quoi. Au-delà des vocations, c'est aussi les retombées économiques qui enrichissent le quartier et ses habitants. Nous ne pouvons pas exister en dehors des habitants de ce quartier.
Et du coup, nous, on vit là, on mange là. Pendant tout le mois, tout le temps du travail, on mange là. C'est ça que moi, je veux prendre. Être vraiment en relation avec les gens du quartier. Un des lieux privilégiés par les artistes, le maquis de Maï, qui propose une cuisine traditionnelle. On voit beaucoup de gens, il y a beaucoup d'étrangers, donc c'est super quoi. Ouais. Parce que je gagne un peu de clients, plus de clients que d'habitude. Ouais, on fait de bonnes affaires. Les récréatrales font partie du quartier. Donc, nous vivons dans le quartier. Le temps des activités liées au récréatral, nous vivons là, nous consommons là. Et ça permet aux gens du quartier d'être avec nous, de tisser une relation. Pendant le festival, il y a une osmose. C'est-à-dire que les gens du quartier sont en même temps spectateurs, aussi acteurs. Il y a un foisonnement de la création et de la culture au Burkina. Et nous sommes au service de la population. Nous devons accompagner cette population à bien vivre. On puisse scolariser, éduquer les enfants, être dans le bonheur, dans la joie de vivre. Donc travaillons à ça. Et si on gagne l'humain, on gagne la vie. C'est le foyer de la culture africaine, le Burkina Faso. Donc c'est là où tout se passe. Il y a des activités culturelles tout le temps. Les festivals, c'est presque chaque semaine, il y a un festival quelque part. Quand on a l'occasion de se voir autour d'une bonne musique, autour d'un concert, discuter, c'est là-bas aussi qu'on se donne des idées, on réfléchit, on établit des programmes, des projets ensemble. Et le projet de Georges Kaboré, c'est de faciliter l'accès de ses concitoyens à la culture, et tout particulièrement à la lecture. Pour moi, la lecture, c'est très important. Dans ma lutte, c'est quelque chose qui a une grande place. Le livre permet de voyager, même si on n'a pas les moyens matériels de prendre un avion, on a les moyens de partir partout. Il n'y a même pas de frontières. Ça a forgé mon esprit d'ouverture parce que grâce au livre, j'ai fait le tour du monde sans décoller de chez moi. Avec sa bibliothèque en vadrouille, Georges part sur les routes distribuer des livres et faire voyager les autres. On a décidé d'amener les livres vers les populations. On se déplace vers une région où on sait que les gens ont envie de lire, mais il n'y a aucune structure qui est dans ce sens dans la zone. Donc maintenant, on apporte un peu la bibliothèque dans toutes ces régions-là. Toi, tu veux être maîtresse? OK. Et toi? Un président. Toi, tu veux être président? OK. Donc, pour être président, pour être maîtresse, pour être quelque chose dans la vie, il faut beaucoup lire. Ça fait voyager, ça fait comprendre le monde. Et si tu veux un jour être président, il faut commencer par lire. Et j'ai amené les bouquins pour vous, pour partager des moments de lecture avec vous. La première cible de cette distribution de livres, les écoles. Car les enfants sont bel et bien accros à la lecture. Ces enfants, quand ils voient un livre, franchement, et ça me touche vraiment du fond du cœur parce qu'ils sont tellement heureux. Ça se voit, ils ont les yeux qui brillent juste parce qu'ils ont un livre, ils ont l'occasion de lire. Parce que lire ici, c'est encore un luxe. Donc nous travaillons vraiment à partager cette chance qu'on a d'avoir de la lecture avec les jeunes. Il faut que ça soit accessible, en tout cas, à tout le monde. Allez, elle va lire, on va voir. De folle. De folle aventure. De folle aventure. De folle aventure. Et elle roule. Bravo. Celui qui dit que les Africains ne lisent pas, il se trompe carrément. Les gens aiment lire. Seulement, les gens n'ont pas assez de moyens d'acheter des livres. Mais quand tu mets des livres à leur disposition, tu te rends compte qu'il y a vraiment une absence, un besoin énorme. Une fois la distribution terminée, retour au QG
l'Institut burkinabé. À l'instar des instituts culturels français présents dans toute l'Afrique, Georges a voulu développer un institut qui soit propre au Burkinabé. Il y avait ce manque d'un cadre d'expression vraiment qui porte le symbole du pays. Pour un pays qui est riche par sa culture, il faut quand même des infrastructures qui puissent accueillir et accompagner la création. Lieu culturel d'échange et de rencontres, cette initiative part aussi d'un rêve d'enfant. Quand j'étais petit, on avait une grande cour et ma maman accueillait tous les enfants comme ses enfants. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de mettre en place. Pour moi, un lieu, une maison sans porte, c'est vraiment un espace culturel où tous les enfants du monde peuvent rentrer, se retrouver, s'apprendre des choses, partager, puis s'accompagner. L'Institut s'articule autour de deux volets, indissociables l'un de l'autre. L'un culturel et l'autre éducatif, avec notamment du soutien scolaire proposé aux enfants. Si on veut s'adresser au futur, il faut s'adresser aux jeunes pour faire aujourd'hui des citoyens dignes de ce nom. Georges élève Ils sont dans des cases. Bravo. Tu fais quelle classe maintenant? C1. Toi, tu es fort. Hein? Petit comme ça, et puis tu fais C1. Et là, moi, je surveille un peu ce qui se passe. J'essaie de voir qui a une insuffisance quelque part pour essayer de l'accompagner, pour de le soutenir un peu. Et donc, voilà, c'est des enfants qui ont besoin de soutien dans ce sens-là. Et d'autres sont très forts parce qu'il y a des enfants même qui sont professeurs pour les autres ici. Donc, c'est vraiment un partage de savoir pour eux aussi. Donc, souvent, je les laisse faire entre eux. C'est quand ils ont des difficultés que je viens un peu en appui. Dans un quartier où certaines familles n'ont pas toujours accès à l'électricité, l'Institut est un lieu ouvert 7 jours sur 7 et dans lequel tous les intervenants sont bénévoles. De pouvoir fonctionner depuis 10 ans qu'on fonctionne dans ce sens-là. C'est que des bénévoles. C'est les Burkinabés eux-mêmes qui donnent de leur temps au service de leurs petites sœurs et petits frères. Et c'est vraiment des gens riches de cœur. Et franchement, j'en suis très fier. Côté culturel, l'Institut est une ruche bouillonnante de création, ouverte à tous les artistes burkinabés. La scène aussi, c'est un cadre d'expression qui a beaucoup participé à l'insurrection populaire. C'est également un cadre où on vient communiquer autour des verbes, autour des mots, avec de la mélodie. C'est avant tout un lieu d'échange pour les artistes, qu'ils soient programmés ou simplement de passage. Ibrahim Keïta et son groupe Nankama sont des habitués des lieux. C'est un des artistes qui a pu véhiculer son art entre tradition et modernité. Derrière chaque chanson africaine, il y a toujours la morale derrière. Donc c'est comme des contes. Accompagnés d'instruments traditionnels qu'ils fabriquent eux-mêmes, tels que la kora, le tama et le ngoni. Ces griots modernes revisitent tout un héritage du verbe dans un mélange de mélodies et de sonorités qui dépassent les frontières. Tout le monde se retrouve dedans. Voilà. Il est devenu un ambassadeur de la musique burkinabé. Une histoire a traversé les âges grâce aux griots. L'histoire de la princesse Yenenga, fondatrice du royaume Mossi, ancêtre de l'actuel Burkina. Dans le quartier des Bronziers, situé à Nyonsin, entre les statuettes de musiciens ou de guerriers, le cheval tient une place particulière. Celui-ci fait référence au mythique destrier blanc de la princesse, qui fut une cavalière émérite et une redoutable amazone. Symbole du pays, le cheval de Yenenga a fait naître une tradition équestre au Burkina. Petit Madi Dermé perpétue cette culture ancestrale. Mais d'une façon un peu particulière.
Le premier truc, c'est la confiance. Sans la confiance, le cheval, s'il a peur, ou le cavalier, il a peur, il n'a pas confiance. Les deux, s'il n'a pas confiance, ça ne marche pas. C'est impossible. Et du coup, le cheval, il faut le travailler pour qu'il arrive à avoir l'équilibre et être plus à l'écoute du cavalier. C'est une couple entre l'homme et le cheval. Je suis né d'Éden. Je viens d'une famille de tradition équestre, de génération en génération. J'ai appris tout avec mon grand-père Isaka Dermi. Ce cheval, il s'appelle Saka Zulu. Et Saka Zulu, c'est le surnom de mon grand-père. Et c'est des chevaux de combat, c'est des chevaux de guerriers, c'est des chevaux qui apportent du porte-bonheur. Et du coup, tout de suite, aujourd'hui, mon grand-père, il n'est plus là. Donc voilà, pour moi, il est là parce que ce cheval représente mon grand-père. Et pour moi, c'est très important. Il avait plus de 25 chevaux dans la cour qui étaient tous en liberté. Mon grand-père, il me prenait, il mettait sur le dos du cheval, mon oncle, mon père. C'est un noble animal et puis voilà, il faut prendre soin tous les jours, tous les jours. Moi, c'est ma deuxième famille. Dès qu'il en a l'occasion, Madi donne des cours aux enfants de 3 à 10 ans. Pour moi, c'est le meilleur moment. En les voyant, doit être à fond, qui rigolent, qu'on rigole, qui montent, qu'ils apprennent vite. Je dis, qu'est-ce que je peux leur demander plus que ça? J'ai envie de les transmettre pour qu'ils arrivent à aimer ça, à vivre de ça et puis prendre le relais. Parce que c'est eux l'avenir de Burkina Faso. Et le futur, Madi souhaiterait le conjuguer au féminin, tel que l'a fait la princesse Yenenga en brisant les interdits et en montant à cheval aux côtés des hommes. Je ne trouve pas des filles qui montent à cheval. Pour moi, c'est dommage. Donc, mon combat aujourd'hui, c'est de donner envie pour qu'un jour, eux, ils vont donner envie à les autres filles pour qu'ils arrivent à monter à cheval. Pour donner envie et faire connaître toutes les facettes du dressage et de la voltige, Madi a organisé la première édition internationale du Festival des arts équestres. Mali, France, Côte d'Ivoire, les participants viennent du monde entier. Je commence à voir que le monde commence à être intéressé. Il est pourquoi pas proposer les autres pays pour que le Burkina soit un pays qui donne tous les rendez-vous à tous les pays d'Afrique pour qu'on partage notre amour cheval tous ensemble. Donc il n'y a pas plus heureux que moi aujourd'hui. Chacun rapporte sa tradition équestre ou moderne pour qu'on arrive à échanger et faire des démonstrations, communiquer et partager notre savoir-faire. C'est pour promouvoir l'art équestre au Burkina et donner envie aux jeunes de réussir dedans. Le cinéma et le coton, c'est les deux piliers du Burkina Faso. On aura cette force, nous, la nouvelle génération, de continuer à se battre pour amener ce pilier très haut. Ça fera gagner au Burkinabé l'avenir qui souhaite. On a encore cette particularité de porter des valeurs humaines. Et c'est ça qui fait aussi la force de Ouaga, sa culture et son humanité. C'est les gens qui font une ville. Pour moi, Ouaga, c'est la ville lumière de l'Afrique unie. C'est mon Eldorado, l'oasis de la paix.
et de la culture. Avec Thomas, le Burkina est devenu un pays. Tout le monde en parle. Il faut venir au Burkina pour connaître l'homme par qui ce pays a changé de nom. Le pays des hommes intègres. Les révolutions burkinabées influencent aussi le reste du monde. Les gens ont envie de se faire par eux-mêmes. Ce continent est suffisamment riche pour s'auto-développer et représenter non plus un pion sur l'échiquier des nations dominantes, mais un vrai partenaire.